Bien, je vous propose que nous commencions nos travaux. Donc, mes chers collègues, nous entamons aujourd'hui les travaux de la mission d'information sur l'avenir bonjour, de la santé périnatale et son organisation territoriale. Alors, pour cette première audition, nous recevons le docteur Pierre Gabache, j'espère que je prononce bien votre nom, adjoint à la direction de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et chef de service bonne pratique de la Haute Autorité de Santé. Je précise que notre réunion est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et sera ensuite consultable en vidéo à la demande. Merci pour votre présence aujourd'hui dans un délai assez court et pour la présentation que vous pourrez nous faire des travaux récents de la HAS en matière de santé périnatale. La HAS certifie la qualité de l'ensemble des maternités et développe des indicateurs de qualité et de sécurité des soins. À ce titre, vous nous présenterez votre analyse des facteurs qui peuvent expliquer une certaine dégradation des indicateurs de santé des femmes enceintes et de leurs bébés ces dernières années et des différences éventuelles en la matière entre établissements de catégories différentes et entre territoires. En effet, comme l'intitulé de notre mission l'indique, nous avons une double préoccupation, à la fois sanitaire et territoriale. La question du maillage territorial en services de maternité et de néonatologie et de sa capacité à fournir des soins de qualité nous préoccupe particulièrement. Par ailleurs, la HAS élabore des recommandations de santé publique comme de bonnes pratiques. Vous nous direz si des mises à jour de vos recommandations sont prévues en matière de prise en charge globale des femmes et de leurs bébés, au regard notamment de l'augmentation des facteurs de risque des mères, comme la précarité, mais aussi l'âge ou l'obésité. Voilà, docteur Gabache, je vous laisse sans plus tarder la parole. Voilà. Bonjour, mesdames les sénatrices. Merci d'avoir invité la Haute Autorité de Santé, que j'ai le privilège de représenter et la lourde charge de vous présenter. Donc, je vais d'abord vous présenter, suite au questionnaire que vous avez envoyé, la présentation de l'HAS d'abord et ensuite des travaux qu'a fait l'HAS sur la périnatalité. L'HAS, c'est une autorité publique sanitaire indépendante. C'est la seule d'ailleurs sur le champ sanitaire, parce que nous ne sommes pas une agence, mais une autorité publique indépendante. Et donc nous avons comme grande mission, comme vous l'avez rappelé, de réguler le système de santé par la qualité et la sécurité des soins. C'est notre objectif. Nous avons 3 grandes missions. Enfin, on a 31 missions, mais on va les regrouper en 3 grandes missions. La première mission, c'est l'élaboration de recommandations de bonnes pratiques à destination des professionnels, tant du champ sanitaire que du champ social et médico-social, puisque nous avons les 2 champs au sein de l'autorité de santé, puisque nous avons intégré l'ANESM, je crois, en 2012. Je n'étais pas dans la chaise à l'époque. La deuxième grande mission de la autorité de santé, c'est une action donc d'évaluation technique, technologique des dispositifs. C'est-à-dire que nous donnons des évaluations sur les médicaments, les dispositifs médicaux, les actes professionnels qui ouvrent droit à remboursement par l'assurance maladie. C'est la deuxième grande mission de l'autorité de santé. On ne peut pas rembourser un médicament, un acte, un dispositif sans l'avis de l'autorité de santé. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que la HAS a été créée dans la loi de 2004 qui portait réforme de l'assurance maladie, puisque le champ de la HAS est dans le code de la sécurité sociale, pas dans cette République, en partie. Voilà. Et la troisième grande mission, c'est la mission d'évaluation que nous avons. Et donc, on l'avait très bien rappelé, c'est la certification des établissements de santé, l'évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux et l'élaboration d'indicateurs de qualité et de sécurité des soins. Voilà. Donc voilà le champ d'action de la autorité de santé qui est vaste. Il y en a d'autres, mais je vous présente les essentiels. Alors, sur le problème, sur le secteur de la périnatalité, de la santé périnatale, donc c'est un chantier que la HAS a élaboré d'abord par ses recommandations depuis longtemps, depuis plus d'une dizaine d'années. Je vous les ai listées, mais je ne vais pas vous les lire. Toutes les recommandations que nous avons élaborées sur ce champ-là. Il y a des recommandations importantes sur la prise en charge de la grossesse,
sur l'orientation de la grossesse à risque, l'orientation des femmes enceintes. Il y a aussi le suivi de l'orientation des femmes en fonction des situations à risque identifiées. On a aussi la prise en charge classique habituelle d'une femme enceinte d'une grossesse. Ça, c'est nous qui avons organisé la prise en charge des grossesses en France en termes de recommandations. Après, c'est à l'État d'organiser le processus sur le terrain, mais nous avons fait les recommandations. Nous avons aussi fait des recommandations sur le dépistage, je vais y revenir, le dépistage des pathologies néonatales que nous avons mis en France aussi sur ce sujet-là. Sur la grossesse et sur le postpartum, nous avons sorti une recommandation récemment, le mois dernier, qui posait problème. Je pense que ça rejoint une de vos questions je vais développer un peu plus, qui est l'accompagnement médico-psychosocial des femmes, des parents et de leurs enfants en situation de vulnérabilité pendant la grossesse et en postnatal. C'est toute la problématique des femmes qui sont en situation de précarité, qui vivent la grossesse, et on sait que la précarité est un facteur de risque de mortalité périnatale. Donc ça, on le sait. Et donc, on l'a publié, donc, je vous donnerai les références, je crois qu'en février 2024, le mois dernier, à la demande du ministère de la Santé. Voilà. Ensuite, nous avons fait des recommandations sur la prise en charge de l'accouchement en 2018, voilà, sur l'accouchement normal. Et en 2012, on avait fait des indications, rappelez-vous, de la césarienne programmée à terme. Il y avait un sujet en France, on faisait trop de césariennes. Et en 2012, donc, on avait fait des recommandations sur l'indication des césariennes programmées. Voilà. On a été, si vous avez demandé les nouveautés, on a été saisi par le ministère, on l'a inscrit au programme de travail et nous devons le faire, sur le retour précoce à domicile après un accouchement. Puisqu'on sait que les maternités sont de plus en plus surchargées, les femmes rentrent de plus en plus souvent à domicile de plus en plus tôt, et donc on a la demande du ministère d'élaborer ces recommandations pour le retour à domicile précoce. Voilà. Ensuite, sur l'accompagnement postnatal, nous avons fait là aussi des recommandations en 2014, c'est la sortie de maternité après accouchement, c'est-à-dire qu'il y a le suivi de la mère et de l'enfant après la sortie dans la maternité. Il y a une recommandation importante en 2007, c'était la prise en charge encore de mort inattendue de nourrisson. On avait recommandé le couchage sur le dos, et ça on peut en discuter, c'est pas encore tout à fait bien connu. Il faut coucher les bébés sur le dos et non pas à plat ventre. On a connu plusieurs périodes, et il y a ce sujet-là qui est important. Voilà. On a aussi fait beaucoup de recommandations, tout ce qui est le dépistage, je vais revenir, néonatal, dû aux erreurs de métabolisme. Il y en a d'autres qui vont dans les tuyaux. En fait, on a fait des recommandations ensuite de bonnes pratiques sur notamment les femmes en âge de procréer avec un taux bipolaire, et notamment la prise en charge des femmes qui prennent des spécialités à base de valproate. Donc tout ce qui était les problèmes de malformation, il y a l'éthobutin, mais aussi l'épilepsie. On a fait des recommandations là aussi sur la prise en charge et l'épilepsie. Voilà. Donc je ne vais pas vous détailler toute la suite, je vous ai fait la liste, et comme convenu, je vous enverrai le questionnaire rempli, qui est quasiment complet, avant le 10 avril, on a bien noté la date. Voilà. Donc ça, c'est la partie recommandation qui est essentielle, parce qu'on ne peut pas travailler sans recommandation, on ne peut pas faire d'indicateurs, on ne peut pas faire de certification d'établissement si on n'a pas des recommandations de bonnes pratiques. Voilà. Donc ça, c'est le travail qui est constant de l'autorité de santé. En termes d'actualisation, puisqu'on a mis en place l'année dernière une cellule d'actualisation des recommandations, on est retourné auprès des obstétriciens, des gynéco-obstétriciens et des sages-femmes. On devrait actualiser nos recommandations, mais sur des points précis tels que la délivrance artificielle et ainsi de suite. Nous, on n'a pas grand-chose à actualiser sur les recommandations de prise en charge. Après, on va voir, est-ce qu'elles sont appliquées sur le terrain ou pas, c'est une autre chose. Voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas, nous, pas trop d'actualisation à faire. Sur la certification, alors la certification des établissements de santé. Dans la certification des établissements, vous l'avez dit, donc nous sommes chargés de la certification des établissements de santé. Le sujet, c'est que nous faisons une certification de l'établissement et non pas des différentes spécialités ou prises en charge au sein de l'établissement. Souvent, il y a médecine, chirurgie, obstétrique. Nous, on fait la certification de l'ensemble de l'établissement. Il y a des critères de certification. Il y en a deux qui concernent l'obstétrique. Le premier critère, c'est est-ce que les futurs parents discutent d'un projet de naissance avec l'équipe soignante dès le début de la grossesse, et donc ils sont évalués là-dessus, sur cette partie-là. Voilà. Et le deuxième critère, parce qu'il y a eu des indicateurs qui étaient sortis et qui montraient de mauvaises données, c'était les équipes maîtrisent-elles les risques liés à l'hémorragie du postpartum, qui est une cause importante de décès et de complications de la mère. Alors, le sujet, c'est qu'on a
Je n'ai pas de chiffres à vous donner là, au jour d'aujourd'hui, parce qu'on n'a pas l'habitude de faire une extraction sur des critères, mais on certifie la totalité de l'établissement. Le service qui s'en occupe, le service de certification des établissements de santé, va essayer de nous faire une analyse spécifique sur ces 2 critères, et on les transmettra à ce moment-là sur l'ensemble des hôpitaux, des établissements d'obstétrique qui ont été certifiés. Donc on vous l'enverra. Mais je ne peux pas vous dire, au jour d'aujourd'hui, ces chiffres-là, parce qu'on n'a pas l'habitude d'extraire des critères spécifiques sur un sujet. Ensuite, vous m'avez posé la question sur quels facteurs expliquent selon vous. Alors, la dégradation des taux de mortalité infantile, je crois que c'est un constat que nous faisons tous. Et ça, ce n'est pas les données de l'HAS, c'est un constat. L'ensemble des études montrent que la France n'est pas bien située par rapport aux autres pays, notamment de l'Union européenne, en termes de mortalité infantile. Voilà, la situation s'est bien dégradée. Alors, quels sont les facteurs? On n'a pas la solution, sinon on ne serait pas tous ici autour de la table, parce que tout le monde se pose cette problématique, c'est pourquoi en sommes-nous arrivés là en termes de mortalité infantile. Donc il y a d'abord les études de l'adresse qui montrent qu'il y a des facteurs qui pourraient être liés à l'état de santé de la mère, notamment avec l'augmentation continue de l'âge des mères, c'est que les femmes accouchent de plus en plus tard maintenant, avec le risque de complications qui peut exister à partir de l'âge de la mère. Il y a la part des fumeuses aussi. Les femmes fument de plus en plus, et le tabac, on sait que le tabac est une des complications, peut entraîner des difficultés pendant la grossesse. Il y a aussi la part des femmes en surpoids ou obèses, qui entraîne aussi un risque de prématurité. Voilà. Et donc, voilà, ça c'est le... Mais on n'a pas d'études qui scientifiquement le prouvent. Hein. On constate ça, mais je ne peux pas vous dire que c'est vraiment lié à ça. Je pense que c'est plurifactoriel. Voilà. Il y a aussi la précarité. Il y a une étude anglaise, par contre, qui montre que l'augmentation de la précarité multiplie par 5 fois le nombre de décès d'enfants. Donc la précarité était vraiment un sujet important sur la mortalité infantile. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a élaboré cette recommandation à l'époque dans le cadre des 1000 jours sur l'accompagnement médical, psychologique et social des femmes en situation de précarité. Voilà. Alors ensuite, après, il y a le difficile sujet de l'accès aux soins avec le nombre de maternités. Et c'est toujours là, on n'a pas de données, nous, sur le sujet. On a vu que certains s'étaient positionnés sur un nombre d'accouchements minimum. Il y a quand même quelques maternités qui font moins de 600 accouchements par an, et ça pose problème sur sur la sécurité et la qualité de la sécurité des soins, en sachant qu'on n'a pas de données là-dessus. On va y venir, hein, sur l'analyse des événements indésirables graves liés aux soins. On n'a pas de données par maternité. On n'a pas de données par maternité. C'est ça qui est très, très ennuyeux. Voilà. Et ensuite, il y a les sujets aussi de la démographie des professionnels dans les établissements, qui ne touchent pas que l'obstétrique et qui touchent de nombreux secteurs, notamment la psychiatrie, où il y a de nombreux postes vacants. Mais ça, l'HAS, c'est pas trop le sujet. Alors, il y a un document sur les EIGS qui va vous intéresser. Alors, je ne vais pas vous vous le transmettrai. En fait, en 2021, on a fait une analyse des éléments indésirables graves pour les femmes parturientes. Ce n'est pas une analyse je ne sais pas si vous le savez, mais les établissements doivent déclarer les événements indésirables graves liés aux soins. Donc il y a tout un circuit, c'est déclaré aux ARS, et après les ARS nous les transmettent, pas toutes d'ailleurs, nous les transmettent anonymisés. C'est-à-dire que là aussi, les chiffres que je vous ai donnés, on ne peut pas revenir à l'établissement qui est à l'origine de l'événement indésirable grave. Donc c'est ça aussi qui est un peu... Voilà, c'est le système est comme ça, et nous, on n'a pas la possibilité de revenir, puisque c'est anonymisé. Donc, je vais vous donner les chiffres qu'on a, et je vous transmettrai le document, hein, le rapport. Il y a 15 pages, c'est un rapport qu'on avait fait de même, il y a 15 pages sur les femmes parturientes. Donc, excusez-moi, mot de passe. En fait, on voit la partie émergée dans cette étude. On n'a pas, c'est pas exhaustif.
Ça n'a pas de valeur épidémiologique, hein, puisque ce n'est pas représentatif, mais ce qui nous est remonté à la HAS. Donc en 2017, entre 2017, mars 2017 et décembre 2021, il y a eu 269 événements indésirables graves liés aux soins chez les parturientes. Il y a 141 qui sont survenus chez l'enfant, 102 chez la mère et 26 qui étaient mixtes. C'est intéressant. Il y a eu donc le lieu de survenue, en fait, est facteur de la carte sanitaire entre le public et le privé. Il y a plus de maternité dans le public, donc il y en a plus dans le public, parce qu'il n'y a plus de maternité dans le public que dans le privé. Donc on ne peut pas tirer de conséquences de cela. Hein, voilà. Il y a eu donc 55% de ces événements ont eu pour conséquence un décès. Donc il y a eu 110 décès d'enfants repérés et 40 décès maternels sur cette période-là. Voilà. Quelle période, s'il vous plaît? Mais je dirais que le document, je vous le laisserai. C'est entre mars 2017, qui était le début de l'enregistrement des événements indésirables, et décembre 2021, date à laquelle on a fait cette analyse. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de regarder les causes qu'ont décrit les équipes, puisque quand les équipes déclarent l'événement indésirable, elles doivent remplir un questionnaire et elles nous éclairent sur ce qui s'est passé, et c'est ce qui s'est pas bien passé. Voilà. Alors, il y a 51% des événements indésirables qui ont été jugés évitables par les équipes elles-mêmes. La cause essentielle donc, de ces événements indésirables, c'est le défaut ou le retard de prise en charge. Et après, il y a le défaut ou le retard de diagnostic et il y a aussi des erreurs médicamenteuses. Et le défaut de retard de prise en charge, eh bien, c'est le terme technique, c'est le retard d'extraction. En fait, ils sont trop tardés pour faire la césarienne et donc il y a eu trop d'attentes pour mettre en route la césarienne. Voilà. C'est ce que mettent les équipes elles-mêmes. Donc, nous, ce que vous voyez là, il n'y a pas d'interprétation de la HAS. C'est vraiment une transcription de ce qu'on a dans le questionnaire. Et d'ailleurs, ce genre de document, on est très factuel. On est très factuel et on décrit ce qui s'est passé. Voilà. Il y a eu des retards de prise en charge aussi en postpartum, hein, avec toujours des hémorragies postpartum, hein, hémorragies de la délivrance, qui sont toujours un vrai sujet. Hein, on va y revenir. Voilà. Et ensuite, il y a dans les complications, dans les causes, l'approfondi montre aussi qu'il y a des facteurs qui sont associés. Alors, il y a l'état de santé de la parturiente aussi, d'accord. Il y a aussi, on retrouve les facteurs sociaux aussi, qui sont, ces personnes-là ont vraiment des difficultés sociales. Il y a aussi un sujet aussi des protocoles qui ne sont pas ou indisponibles ou non adaptés ou non utilisés, c'est-à-dire que les recommandations ne sont pas connues ou ne sont pas appliquées. Et donc, voilà, c'est les équipes elles-mêmes qui le disent. Hein. Donc, nous, on n'est pas allé voir sur le terrain. Hein. Donc, c'est ce qui nous remonte dans le questionnaire. Hein. Voilà. Il y a aussi, ce qui est intéressant aussi, des difficultés d'organisation dans les services. Voilà. Et il y a aussi des difficultés aussi d'organisation du travail, dans la charge de travail trop importante, qui est marquée aussi. Il y a, en tête, c'est la charge de travail importante aussi. Il y a aussi le fait des locaux. Alors certains, par contre, ils décrivent qu'il y avait des difficultés de communication entre la salle de naissance et le bloc opératoire. C'est vrai que quand il faut faire une césarienne en urgence, il ne faut pas traîner dans les couloirs. Il faut que le bloc opératoire soit à côté de la salle de naissance. Donc ça, c'est vraiment des problèmes d'architecture qui sont voilà ce que je mets les équipes. Et il y a aussi alors je cherche le terme pour pas dire voilà, du personnel non habituel, ce qui est écrit. Voilà, les intérimaires ou personnel en formation interne ou élèves, ainsi de suite. Donc c'est vraiment voilà, qui sont à l'origine de sous-estimation de certains risques de là. Donc ça, c'était intéressant. Alors ça n'a pas de valeur statistique. Hein. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas rattacher cela aux établissements. On aurait envie, et notamment en nombre d'accouchements. Mais ça, ces données existent. Elles sont certainement au niveau des ARS, mais elles ne sont pas au niveau de la HAS. Voilà.
Donc voilà ce que je veux dire. Ça me paraît intéressant sur le sujet. Et je vais vous transmettre l'intégralité du rapport qui est très long, qui fait 30 pages, avec beaucoup de schémas, de graphiques, tout ça. Je ne savais pas que je pouvais le projeter. J'aurais pu le projeter, vous préparez un diaporama, mais je suis vraiment désolé. Parce que le diaporama, on en fait plusieurs fois par jour d'ailleurs. Mais vraiment désolé, je ne pensais pas qu'on puisse projeter des diaporamas. Voilà. Sinon, je vous l'aurais présenté, c'était plus vivant et plus voilà. Donc ça, c'est un sujet, à mon avis, qui me paraît important sur ces EJS. Et je pense qu'il y a un sujet je pense qu'il est intéressant de connaître. Alors, revenir aux établissements, c'est un vrai débat. Si on revient effectivement, ils risquent de sous-déclarer, c'est toujours pareil. Dans certains établissements en France, ils n'ont pas la culture de la qualité, de l'évaluation, ou de l'amélioration de la qualité des soins. On n'est pas un pays anglo-saxon ou d'Europe du Nord. Donc, si ça a été fait, je pense que le système a été fait anonyme, c'est pour éviter qu'il y ait une sous-déclaration. C'est-à-dire qu'on sait que ça existe, on a les causes, mais on ne sait pas où. Voilà. Voilà. Ça, je vous le transmettrai avec l'accord de M. Collet. Ça me paraissait le point essentiel, je crois, sur le sujet. Ensuite, en termes d'indicateurs de qualité de sécurité des soins, il faut que je retrouve ce qu'a écrit ma collègue, donc vous transmettra aussi, on avait fait un indicateur sur l'hémorragie du postpartum, notamment repérer l'hémorragie du postpartum et les causes de l'hémorragie du postpartum. C'était en 2016, je crois, 2016-2017. Je vous transmettrai le rapport. C'était quelque chose de complexe parce qu'il fallait revenir au dossier médical. Et donc, il fallait rechercher les données dans le dossier médical. On sait bien que les équipes, maintenant, ont vraiment une charge en soins importante. Ils n'ont pas le temps de revenir, de réanalyser des dossiers papier. C'est vraiment, là, en France, l'accessibilité à la donnée médicale est complexe et pas adaptée à notre temps, clair. Et donc, on est en train de mettre en place, donc, à partir de cette année, avec résultat en 2025, des statistiques, un indicateur sur l'hémorragie du postpartum, mais à partir des données du PMSI. On est en train de le construire avec les professionnels pour bien caler comment on va le calculer, pour que ça sorte automatiquement des données du PMSI sans revenir au dossier médical. Et là, on n'aura pas la richesse sur le plan médical, du dossier médical, on n'aura pas tous les éléments, loin de là, mais au moins on pourra les compter, les surveiller et par établissement. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autres choses intéressantes à vous dire ? La dernière recommandation que nous avons publiée, c'était sur l'accompagnement médico-psychosocial des femmes, des parents et de leurs enfants en situation de vulnérabilité pendant la grossesse. C'est quelque chose d'important. Et donc, on a donc dans cette recommandation défini les situations de vulnérabilité et défini aussi le dépistage. Il faut que ce soit un dépistage systématique chez toute femme enceinte pendant sa grossesse, qu'on puisse repérer cette vulnérabilité pendant leur grossesse. Il faut s'assurer aussi qu'elles ont les besoins primaires, donc l'hébergement. C'est quelque chose à notre époque, dire ça. Voilà, il faut qu'ils aient des besoins primaires de vie, l'hébergement, l'alimentation, l'accès à l'eau, l'hygiène. C'est incroyable. Dire ça en France maintenant. Incroyable. Si vous permettez, Dr Gabache, je vais laisser la parole à notre rapporteur Véronique Guillotin, qui va pouvoir justement vous poser un certain nombre de questions. Allez-y. Et puis peut-être aller un petit peu plus dans le détail par rapport à ce que vous nous dites. Et puis après, je donnerai la parole à mes collègues qui auront aussi des questions à vous poser. Merci, Madame la Présidente. Merci, docteur, pour l'exposé. Moi, j'ai quelques réflexions peut-être, avant de démarrer, quelques questions plus précises. Dans le cadre de la mission de certification dont vous avez évoqué, si je ne me trompe pas, vous avez dit qu'il y a deux seuls indicateurs que sont le projet parental, voilà, et puis le postpartum, je crois, voilà, l'hémorragie du postpartum. Ouais. Ça semble instinctivement comme ça peu. Voilà. Est-ce qu'il y a des pistes donc, de faire évoluer ces indicateurs concernant la certification des établissements ? Ensuite, j'ai bien noté qu'on n'était pas en capacité aujourd'hui, en tout cas, de relier les événements indésirables graves au type, aux catégories de maternité. Voilà, donc pareil, est-ce que ça n'a pas été évoqué, pensé ? Est-ce que c'est une impossibilité ? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait
peut-être faire évoluer ces indicateurs en gardant l'anonymisation, bien évidemment, des soignants qui déclarent les événements indésirables, tout ça. Voilà, je pense qu'il faut laisser un minimum. Il faut être assez anonyme pour permettre la déclaration, mais pour autant, est-ce qu'il ne faut pas rajouter effectivement ce critère-là ? Et peut-être une question un peu précise avant de laisser peut-être la parole à mes collègues. Quel avis la HAS porte-t-elle sur l'encadrement, donc aujourd'hui réglementaire, pour les secteurs de naissance ? Et est-ce qu'une révision des décrets relatifs aux conditions nécessaires pour les unités d'obstétrique vous semble-t-elle nécessaire ? Et si oui, quelles évolutions vous paraissent souhaitables en matière d'encadrement ? C'est une des questions qui vous est parvenue. Et peut-être juste avant d'en terminer, vous redire que vous avez effectivement eu un questionnaire assez complet. Donc voilà, on vous laissera bien évidemment répondre tranquillement aux questions auxquelles vous pouvez répondre. Hein. Je ne sais pas non plus. Voilà. Et peut-être une précision. On avait une question au regard du nombre de la baisse de professionnels de santé en général. Vous avez parlé de la désertification et de la difficulté d'accès aux soins. La Haute Autorité estime-t-elle nécessaire de faire évoluer les recommandations de suivi, par exemple, des nouveau-nés par les médecins généralistes en ville ? Et moi, la question serait à peu près la même, par exemple, au niveau des sages-femmes. Voilà, est-ce qu'on a aujourd'hui une place plus importante, par exemple, vu à la fois les indicateurs et à la fois la désertification sur la profession et les missions des sages-femmes dans ces établissements ? Alors, je vais essayer de vous répondre à toutes ces questions. Sur la certification, c'est vrai que je vous ai précisé les 2 critères qui sont spécifiques à l'obstétrique, mais en fait, il y a tous les autres critères qui concernent tous les établissements. Médecine, chirurgie obstétrique, enfin, il y a tout ce qui est l'anesthésie, enfin, toute la qualité des soins. Donc, mais c'est vrai que spécifiquement sur l'obstétrique, il n'y a que ces 2-là. On va regarder avec ma collègue si on peut développer ces critères, hein, sur le sujet. Elle va regarder, elle aussi, chose qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent, puisqu'on a les accouchements. Hein. On peut avoir le nombre d'accouchements par établissement. On va croiser ces critères. Donc, dans le travail que je vous ai promis, j'espère qu'on pourra tenir notre promesse de cette évaluation de ces critères, ces 2 critères par établissement. On doit pouvoir mettre en face le nombre d'accouchements qui n'est pas dans la certification, mais qui par ailleurs qu'on peut trouver par ailleurs. Et il est possible de non certifier un secteur? Ou on certifie ou on ne certifie pas? On certifie l'établissement en entier. C'est une discussion, mais le système est fait actuellement où on certifie, on certifie sous condition, ou on ne certifie pas la totalité de l'établissement. On ne peut pas ne pas certifier qu'un secteur d'activité de l'établissement. Aujourd'hui, le dispositif n'est pas prévu pour ça. Quel est le pourcentage d'établissements que vous ne certifiez pas ? Alors ça, vous me prenez une colle. Je crois que on n'est pas beaucoup, 7 à 8%, je crois, d'établissements non certifiés. Mais en fait, on essaie. Il y a quand même, faut qu'ils ne soient pas certifiés. Il faut vraiment qu'il y ait des manquements graves. Et il y en a pour l'instant. On voit que ça monte, hein, le nombre d'établissements certifiés. On est d'abord par une phase de certification sous condition. C'est-à-dire qu'on est là pour aider, on n'est pas là pour censurer les établissements, on est là pour aider, pour améliorer la qualité des soins. Et donc on alerte, et avec les ARS, on fait en sorte, surtout les ARS, de monter la qualité pour qu'un an après, lorsqu'on va revenir, eh bien, on puisse certifier ces établissements et lever la condition de certification. Donc l'objectif, c'est de ne pas certifier, c'est d'aider. Et donc c'est pour ça qu'on fait tout pour éviter la non-certification des établissements, bien sûr. Puisqu'en plus que l'établissement de santé... il n'y en a pas pléthore, donc on est quand même... C'est pas une époque que j'ai connue, que nous avons connue, où il y avait beaucoup d'établissements. Là, on est vraiment une centaine, en province en particulier, où il n'y a plus qu'un hôpital, une clinique par département. Donc, il est important de les conserver et de les conserver dans une qualité de soins vraiment au niveau. C'est ça le sujet. Ensuite, sur le médecin généraliste, c'est une question que je n'ai pas très bien compris, parce qu'en fait, la recommandation qu'on fait sur la prise en charge du nouveau-né, c'est pour le premier recours. Et pour nous, le premier recours, alors, on met au même niveau généralistes et pédiatres de premier niveau. On peut en discuter. Hein, d'avoir des pédiatres libéraux, il y en a très peu. Hein. C'est une spécialité qui est en voie de diminution importante. Voilà. Et pour nous, les recommandations, que ce soit généraliste ou pédiatre, c'est le même niveau. Donc, pour un généraliste doit pouvoir appliquer les recommandations. Après, il faut qu'il y ait la formation, bien sûr, pour suivre ces enfants
en postnatal. Ensuite, vous avez vu la prise de position qu'a fait la HES, le collège de la HES. Nous sommes très favorables au protocole de coopération et au partage de tâches entre professionnels. Je pense qu'il n'y a pas que les pédiatres et les généralistes. Il faut que les sages-femmes puissent intervenir, les infirmières, les puéricultrices pour s'occuper des enfants, chacun à son niveau et en garantissant la qualité des soins. Voilà. Donc c'est pas, à mon avis, on est plutôt dans le débat généraliste pédiatre. On est maintenant, c'est plus que généraliste pédiatre, il faut élargir davantage le champ d'action et de suivi de ces enfants. Ouais. Et ensuite, les normes. Alors ça, c'est la norme, c'est le norme personnel. On est interrogé à chaque fois là-dessus. La HES n'est jamais positionnée là-dessus. Il y a toujours, on n'a pas d'études. C'est toujours compliqué de répondre là-dessus. On n'a pas d'études qui nous permettent de dire il y a tel seuil qui permet d'améliorer ou pas en dessous de ce seuil. Il n'y a pas d'études qui nous permettent scientifiquement. Il y a quelques études qui ont été faites, je crois que c'est en certains États au Canada et en Californie, je crois, où ils ont mis des normes. Ça n'a pas montré... Alors, il faut savoir quel est le niveau de la norme aussi. Hein, si on met une norme basse, évidemment, ça n'a pas montré d'amélioration de la qualité des soins. Voilà. Mais je sais, donc, on préfère ne pas se positionner sur ce sujet-là. C'est un sujet complexe. Et on n'a pas d'éléments pour vous répondre scientifiquement. Alors, je crois qu'Annick Billon a demandé la parole. Merci, Madame la Présidente. Juste peut-être, docteur, merci pour déjà les nombreuses explications. Moi, je rejoins la rapporteure lorsqu'elle parle de l'analyse de l'anonymisation des données. Je pense que l'anonymisation des données est quelque chose d'intéressant pour avoir des grandes patates, on va dire, si je peux m'exprimer ainsi. Mais si on veut véritablement agir sur et proposer des solutions, il faut qu'on ait une analyse qui soit non plus anonyme, mais précise à la fois en termes d'établissement et en termes de population. Je voulais vous poser une première question par rapport à cette règle des 600 accouchements. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que cette règle est toujours pertinente ou elle doit-elle être revue par rapport à la sécurité des accouchements et donc de ces maternités qui sont parfois mises en danger et dont on programme la fermeture? Vous avez parlé tout à l'heure d'explications comme la décision d'une césarienne ou de césarienne avait trop tardé et que finalement il y avait des protocoles qui étaient indisponibles ou qui n'étaient pas assimilés par les personnels dans les maternités. Je voudrais savoir si vous estimez à ce jour que la formation continue est suffisante et est-ce qu'elle est véritablement effectuée. Et est-ce qu'il y a finalement des mesures à prendre pour que cette formation continue puisse être une réalité afin d'adapter finalement la pratique aux évolutions du métier? Et cette question rejoint aussi les intérimaires auxquels vous avez fait référence. On a dit des personnels qui ne sont pas toujours formés. Donc, quel est le pourcentage des intérimaires? Est-ce que vous avez cette information par rapport aux maternités? Et comment est assurée leur formation? On le sait, souvent, finalement, ils peuvent venir intervenir dans plusieurs services. Donc, comment cette formation en adéquation avec leur service qu'ils rejoignent est-elle proposée? Et les chiffres que vous nous avez donnés, ça sera ma dernière question, Madame la Présidente, depuis 2017, les 141 enfants, les 102 mères et les, je ne sais plus, une vingtaine de mixtes, par rapport aux problèmes significatifs, je crois, c'était la définition que vous donniez, c'est de 2017 à 2024 ou c'est annuel? Moi, je n'ai pas bien compris, là. C'est de 2017 à 2017, oui. Oui, très bien. Je vous rassure. Très bien, oui. Donc, mais je suis rassurée, oui, un petit peu, mais quand même, ça fait déjà beaucoup. Donc, je vous remercie, Madame la Présidente. C'était tout. Merci. Je vous laisse répondre déjà. Question, oui. Oui. Alors, les 600 accouchements, ce n'est pas la HES qui a donné cette recommandation. Donc, nous, on ne peut pas se positionner là-dessus. C'est l'État, c'est le ministère de l'Académie de médecine. Nous, on n'a pas, enfin, le mode de fonctionnement de la HES, c'est vrai que je ne me suis pas exprimé là-dessus. Nous, on travaille à partir de l'analyse des données, l'analyse des littératures. Et on travaille sur la base scientifique. Et si on n'a pas de données, on ne se prononce pas.
On n'est pas l'Académie de médecine. Donc voilà, donc nous on travaille comme ça et donc on ne s'est jamais positionné sur les... Je ne sais pas si c'est accouchement. J'ai vu que maintenant c'était 1000, ils montent à 1000, l'Académie s'y monte à 1000. Je ne sais pas, madame, je ne peux pas vous dire, nous la HES, on n'a pas de travaux là-dessus, sur le sujet. Je ne sais pas. Donc je ne peux pas vous dire. Il y a des pays qui ont des accouchements à domicile, où il y a moins de mortalité infantile qu'en France. Hein. Donc je ne sais pas quelle est la bonne solution. La bonne solution, c'est vraiment la formation des personnes qui vont s'occuper de ces femmes et qui vont les aider à accoucher. C'est ça qui est important. Voilà. La formation continue, oui, vous avez raison, hein, sur la formation continue. Voilà. On empile les réformes, le DPC, la certification périodique. Enfin, voilà, vous savez que le sujet est compliqué en France. Nous, à l'HS, on a mis en place, et je vous le mettrai dans le questionnaire, ce qu'on appelle l'accréditation des spécialités médicales à risque, donc avec les collèges professionnels. Et donc, on a mis un processus d'accréditation des obstétriciens avec le collège professionnel des obstétriciens. Je crois qu'il y a, alors je cherche les chiffres, je ne les trouve pas, mais je vous dirais, je crois que sur 3800 obstétriciens, il y a un peu moins de 2000 qui sont accrédités. Et donc, on fait cet effort, la autorité de santé, et cette accréditation vaut développement professionnel continu, à valeur de DPC, et nous espérons qu'elle aura valeur de certification périodique. Et l'intérêt de cette accréditation, c'est qu'en fait, alors c'est l'organisme d'accréditation qui est une émanation du CNP qui gère ça, c'est qu'ils partent des événements indésirables dans les établissements pour mettre en place ces formations. C'est-à-dire que voilà, ils prennent ce qui s'est passé. Voilà. Et donc nous, la HES, on a fait cet effort, pas que pour l'obstétrique, hein, mais donc pour toutes les spécialités à risque. Et c'est sur la base du volontariat, c'est-à-dire qu'ils font l'effort d'aller au-delà du DPC, ne pas prendre la voie du DPC, mais de faire l'accréditation que propose la HES et que la HES crédite. Et ce qui est intéressant dans l'accréditation, c'est une accréditation par équipe aussi. On peut être accrédité individuellement, mais c'est l'équipe qui est accréditée aussi. Ce qui est important aussi, c'est la notion d'équipe, surtout quand on fait de l'obstétrique. Donc voilà, oui, vous avez raison sur la formation. Il y a un vrai sujet sur la formation continue, le développement professionnel continu en France. On est vraiment en deçà de nombreux pays, bien sûr. Oui, je t'en prie. Je pense que sur l'intérim, tu as évoqué la formation. Alors, excuse-moi, l'intérim, on n'a aucune donnée. Ouais. Et tu as évoqué la formation, mais il ne faut pas qu'on oublie l'intérim et la connaissance en fait, de l'écosystème dans le milieu hospitalier, les relations avec les confrères, et c'est effectivement ce travail d'équipe. Si l'intérim n'est pas un intérim régulier, c'est différent que si c'est un intérim régulier qui connaît bien l'hôpital. Donc il n'y a pas que la formation. Je pense que son acte technique, il le connaît. Par contre, il peut y avoir effectivement peut-être des délais liés à la méconnaissance du système dans l'hôpital où il intervient. Quoi. Et c'est ça. L'architecture aussi, bien sûr. Madame Lehouerou a demandé la parole aussi. Merci. Moi, je voulais revenir aussi sur la question du seuil des 600 là, que vous avez donné, avec des seuils, entre guillemets, de maternité idéale qui sont à géométrie très, très variable, parce qu'il y a quelques années, c'était 300, le seuil qui était fixé comme un seuil minimum d'activité. Après, c'est passé à 500. Aujourd'hui, on a le rapport Laville, je crois, du nom d'un médecin qui dit plutôt 1000. Donc, la Haute Autorité de Santé n'a pas d'études et de lien établi entre le type de maternité et le nombre d'événements indésirables graves qui peuvent être... Donc, en fait, on ne sait pas bien d'où sortent ces critères. Je ne sais pas si vous avez un avis sur la question. Moi, je pense que c'est plutôt économique et politique que technique. Et c'est vrai que quand on essaie de gratter un peu, on a assez peu d'éléments. Entre une maternité, moi j'en ai une qui est suspendue, on avait 600 accouchements, plus une question de démographie médicale que de
qualité de prise en charge. Et les femmes aujourd'hui, un certain nombre accouchent sur la route, d'autres font le choix d'accoucher à la maison. Je ne suis pas sûre que les risques soient moins élevés. Et sur la qualité de la prise en charge et de l'environnement de la naissance, les femmes se plaignent en fait d'être accompagnées par une équipe, d'accoucher auprès d'une autre équipe, de revenir à une autre équipe après l'accouchement. Tout ça n'est pas très serein dans une ambiance où au moment de l'accouchement, on a envie d'être un petit peu coucouné par des équipes auprès de qui on a toute confiance. Donc je sais que ce point de vue que je vous donne là n'est pas partagé par tous, mais j'étais intéressée à avoir votre avis là-dessus. La Haute Autorité de Santé, sauf erreur de ma part, labellise aussi des établissements. Alors je ne sais pas justement quel lien il peut y avoir, je pense aux maternités amies des bébés. Est-ce que c'est la Haute Autorité de Santé qui... Non, c'est pas... Je me trompe. Donc c'était... Je n'ai pas cette notion-là qu'on labellise des établissements. Donc on certifie ou pas des établissements, on le labellise pas. Mais pas de... Ah non, c'est l'OMS qui fait ça. C'est l'OMS. Ouais, je me trompe. Excusez-moi. Donc ma question là-dessus, elle tombe. Et puis, voilà. Donc c'est surtout sur la taille de ces maternités et la qualité de la prise en charge, parce que effectivement, notre préoccupation, c'est d'abord la qualité et la sécurité des parturières. D'accord. Je réponds, nous, on n'a pas d'informations ou d'éléments scientifiques formels pour déterminer une taille, un niveau de nombre d'accouchements. C'est le gouvernement qui fixe les items. Ah ça oui, ça de toute façon, nous, la HLS ne fait que des recommandations. Hein, donc on s'appelle une autre autorité, mais on n'a aucune autorité. Hein. On ne fait que des recommandations. Hein. C'est l'État, le gouvernement qui fixe les critères de fonctionnement des établissements de santé. Hein, voilà. Donc, mais nous, on n'a jamais donné la moindre recommandation, le moindre avis là-dessus. On s'est bien gardé de donner un avis sur ce sujet-là, qui est important, j'entends, hein, mais on n'a pas d'éléments, nous, qui nous permettent de donner un avis scientifique. Voilà. Alors, je voulais apporter une petite précision, ma chère collègue, puisque tu parlais des petites maternités. C'est le rapport de l'Académie de médecine qui préconisait un certain nombre de fermetures. Alors, pour votre information, l'Académie de médecine sera auditionnée le mercredi 27 à 16h30. Donc, ça sera l'occasion, justement, d'avoir les réponses à ces questions-là, puisque c'est eux qui sont à l'origine de ce rapport. Madame Lassarade. Merci, Madame la Présidente. Moi, pour avoir été pédiatre et libérale et de maternité, je suis un peu consternée de voir comment on va facilement abandonner la spécificité pédiatrique, en particulier dans le suivi de l'enfant de moins d'un mois, qui est un cas quand même très spécifique et pour lequel je ne suis pas sûre que tout le monde ait la bonne formation. Donc, je vois que les enseignants de pédiatrie s'alarment du fait que les stages en pédiatrie vont être de plus en plus courts. En maternité, n'en parlons pas. Donc je ne pense pas qu'on aille vers une amélioration, même si je pense qu'il est indispensable que le généraliste ait ces notions de... Parce que la fragilité de l'enfant, elle est surtout sur le premier mois. C'est la fin de la grossesse et le premier mois où il y a des pathologies type ictère qui peut être dangereux. Enfin, il y a des spécificités vraiment du nouveau-né. Je pense qu'il y a eu quand même une évolution sur la formation continue. Moi qui ai formé des internes, etc., c'est eux qui plus tard m'ont refait de la formation, y compris en m'expliquant que je ne réanimais pas de façon académique, ce que j'ai fait pendant 30 ou 40 ans. Et donc, on accepte bien volontiers, à chaque époque d'une activité professionnelle, de se faire former. Il y a également des efforts qui sont faits sur la formation des sages-femmes. Dans les années 90, en attendant que le pédiatre arrive, tout le monde était autour de la table de réanimation à regarder cette petite chose, ce grand prématuré. Où, maintenant, les sages-femmes sont formées à ventiler, à initier une réanimation. Il y a des gestes techniques qui sont... et donc,
je m'explique pas bien qu'avec une amélioration de la formation, on ait une aggravation ou une non-amélioration de l'état des nouveau-nés. Est-ce que par ailleurs, les chiffres qu'on donne, ils peuvent être différents d'une maternité de niveau 1. Les maternités 600, 800 accouchements, c'est des maternités de niveau 1 qui n'accueillent pas de femmes en situation à risque. Si elles arrivent en urgence, elles sont accueillies, mais la plupart du temps, elles sont orientées vers niveau 2 ou niveau 3. Donc là, il y a déjà un aiguillage qui peut un peu fausser la donne sur le niveau de prise en charge, les accidents qu'il peut y avoir. Une maternité de niveau 3 a beaucoup plus de casse qu'une maternité de niveau 1, finalement. Or, on semble dire que c'est plutôt en niveau 1 que ça pêche. Donc, quelle est votre analyse de la situation ? Et est-ce que vous pensez que diminuer le nombre de pédiatres, parce que le fait d'abandonner la pédiatrie libérale, ça veut dire qu'il n'y aura plus que des hospitaliers, et le métier étant fait de garde et d'astreinte, ça va attirer de moins en moins d'étudiants. Donc comment, par quel biais peut-on prendre les choses ? Est-ce qu'il ne faut pas à nouveau demander aux obstétriciens, aux anesthésistes et aux sages-femmes d'avoir tous les gestes de réanimation de base ? C'est de la technicité, c'est pas forcément de l'indication. Donc est-ce qu'il ne faut pas mettre le paquet justement sur ces réévaluations et ces formations récurrentes, y compris in situ ? Alors, je reviens toujours, moi. C'est pour ça qu'on se garde bien, nous, de donner des chiffres par niveau de maternité. On n'a pas ces chiffres et voilà, ce qu'on dit qu'on fait attention. Tout ce que vous dites est vrai. Hein. Je suis d'accord avec vous sur les niveaux de maternité. Voilà. Nous, voilà, c'est ce qu'on a et nous, on n'a que ça et on donne ce qu'on a. Peut-être pas assez, il faudra qu'on affine par niveau, mais on a ça. Je n'ai pas dit qu'il fallait faire disparaître les pédiatres, grand Dieu. Non, mais c'est la pédiatrie, comme d'autres spécialités, comme la psychiatrie ou la pédopsychiatrie, on fait un constat d'une démographie difficile, d'accessibilité aux pédiatres et difficile, notamment en province. C'est assez compliqué d'accéder aux pédiatres. Je suis d'accord avec vous sur le fait de la formation et qu'il faut former tout. Je pense que par nécessité, le font dans les établissements. Ceux qui sont en difficulté, que les anesthésistes, les sages-femmes se forment à la réanimation néonatale parce qu'il n'y a pas tout ce qu'il faut sur le terrain. Je pense qu'ils le font. Hein. Ils le font tous. Même les soignants. Mais c'est pour ça que je dis que nous, on est favorable à cette partage des tâches. On ne dit pas de délégation de tâches, mais partage des tâches, mais encadré avec des formations pour permettre de faire tous ces gestes qui sont nécessaires pour la prise en charge si vous voulez. Et on sait que après la naissance, la plupart des décès, c'est le premier mois. Hein. C'est le premier mois. C'est là que c'est le premier mois. Une fois que le premier mois est passé, ça va beaucoup, mais c'est là qu'est la difficulté. On est tous d'accord là-dessus. Hein. Notre collègue Romani qui veut poser une question aussi, ou plusieurs. Merci, Présidente. Je rebondis sur la formation. Alors, excusez-moi, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de questions sur la formation. Vous avez parlé tout à l'heure d'une accréditation avec le Collège des obstétriciens sur les spécialités à risque. Mais finalement, peut-on mesurer l'appétence des professionnels de santé à ces accréditations ? Parce qu'on entend effectivement beaucoup dans cette salle le besoin en formation continue. Or, les professionnels de santé sont libres de leur formation continue. Pour autant, quand il y a des enjeux et les sujets sont tellement nombreux pour nos professionnels de santé, comment orienter ces formations ? Alors, ça doit nécessairement passer aussi par la formation initiale, mais sur la formation continue, est-ce qu'on a une idée aujourd'hui du nombre de professionnels de santé s'intéressant à ces formations ? Alors, la formation, le développement professionnel continu est une obligation pour tout professionnel, y compris pour le médecin, y compris pour moi-même. Je dois entrer dans ce dispositif. Oui, mais le sujet est... de développement. Après, il faut en discuter avec l'NDPC sur la mise en œuvre de ce dispositif qui n'atteint pas peut-être l'objectif espéré.
Voilà. C'est pour ça que nous, on a mis en place, l'HS, cette accréditation pour les spécialités à risque, puisqu'on avait mis en évidence les décisions graves. Alors, j'ai retrouvé le chiffre, hein, donc sur 4 900 obstétriciens, il y en a 1 231 qui ont fait l'effort de s'inscrire à une accréditation. Donc c'est du volontariat. Ils ne sont pas restés au niveau du DPC. Ils ont fait l'effort de se faire accréditer. Ils ne gagnent rien de plus, hein. Rien de plus, mais ils ont une accréditation par l'HS de leur pratique. Voilà. Donc il y a quand même. Voilà. Je pense que nous on fait un effort avec le CNP pour développer encore plus ce type d'action. Et je crois que c'était un des enjeux qui est important. C'est pas le seul. Je vous ai décrit, je pense que le problème est multifactoriel. Il n'y a pas que ça, c'est plusieurs facteurs qui font qu'on arrive à cette situation-là. Voilà. C'est pas le seul, mais ça en est un. Je suis d'accord. Oui, ça marche. Merci. Je trouve que le constat est un petit peu alarmant dans la mesure où vous constatez des choses, vous faites des recommandations qui me paraissent donc à la fois pertinentes et judicieuses, mais le résultat quand même est qu'on a une aggravation de la mortalité infantile, le nombre de décès de femmes aussi important, hein, parce que 40 sur 4 ans, c'est quand même pas mal. En 2024, je veux dire, hein, il nous semblait que c'était des choses qu'on ne voyait plus. Et donc, j'ai bien compris que vous ne pouvez pas répondre à nos questions parce que vous ne faites pas, vous n'êtes pas acteur direct. Est-ce que ça veut dire que les questions que l'on peut poser sur qu'est-ce qui empêche, connaissant le constat, connaissant vos recommandations, les causes de ces événements graves, à qui doit-on demander des comptes quelque part? Ça veut dire qu'il faut qu'on les demande au ministère, aux doyens de faculté qui ne forment pas suffisamment bien. Enfin, qui est, j'allais dire, responsable quelque part de cet échec? Parce qu'on peut le voir comme un échec de dire que la mortalité infantile aujourd'hui s'aggrave, alors et où on a glissé de, je ne sais plus, à la place de 4 ou 5e, à la 18e place, enfin, en quelques années, quoi. Donc, c'est quand même inquiétant de se retrouver avec, enfin, dans un pays moderne comme le nôtre, en 18e position par rapport à la mortalité infantile. Qui peut vraiment agir, puisque vous n'avez pas, on l'a bien compris, hein, vous avez moyen de faire des constats, de faire des recommandations, mais pas d'agir. Qui peut le faire? Il n'est pas branché, excusez-moi. Donc voilà, donc on n'a pas d'action sur le terrain. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas intervenir. On intervient auprès de toute façon, c'est le ministère qui demande des recommandations. Donc s'il les demande, c'est qu'il souhaite les faire appliquer sur le terrain. Et après, c'est aux ARS et aux conseils professionnels de faire appliquer les recommandations. Je pense qu'ici, il y a une responsabilité, elle est collective. On ne peut pas dire que lui est responsable ou pas. Je crois qu'on est tous collectivement responsables de la situation. Qu'on n'aurait pas cru il y a 10 ans avoir une telle situation dans notre pays. Voilà, donc c'est ça que la difficulté, je crois. Je crois que c'est collectif. Après, quand même, je tiens à vous faire remarquer aussi, de l'Europe du Nord est en meilleure situation que nous. Mais par exemple, ce qui manque, nous, c'est l'information. Vous dites qu'on connaît toutes les causes. On ne connaît pas tout, loin de là, hein. Mais dans les pays d'Europe du Nord, ils ont mis en place un registre de naissance. Et je crois que ça, c'est important. C'est-à-dire que toute naissance, il y a un registre et on sait ce qui s'est passé à la naissance et les complications. Je pense qu'on a besoin de ce type d'information au-delà d'enquêtes que nous avons de manière parcellaire. Donc, c'est bien sûr. Oui, c'est au ministère. C'est au ministère à mettre en place une action sur... Mais pas que. Il faut que tout le monde soit ensemble, vous, les parlementaires, les professionnels, les associations, et ainsi de suite, pour mettre en place le sujet. Nous, on est partants, hein. Mais on voit bien que c'est le sujet compliqué et on fait le constat, tout le monde, y compris les professionnels. C'est pas les doyens de faculté qui sont responsables. Je pense qu'on apprend la médecine de qualité dans nos facultés de médecine. Il n'y a pas de problème, hein. Là-dessus, je crois que nos professionnels sont correctement formés, hein. Quand même, la pédiatrie,
Oui, mais on fait une bonne société savante et il y a de bons néonatologistes en France. Quand même. On a une école de pédiatrie assez remarquable quand même, en France. Donc je pense que c'est... Et après, il faut des moyens. Je crois que là aussi, je pense que dans les établissements, nous, on n'a pas les chiffres, hein, mais il y a aussi de nombreux postes vides. Il faut des moyens pour faire fonctionner les maternités. Qu'il y en ait 600 000, 2 000 ou 3 000 ou 5 000 accouchements, il faut des moyens pour faire accompagner ces femmes pour l'accouchement. Après... Les sociales aussi, il faut les accompagner. Émilienne, je pense aussi que c'est l'objectif de notre mission d'information. C'est au vu des chiffres dont on a pris connaissance, c'est justement l'objectif aussi, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que ces chiffres, pourquoi est-ce que la France est retombée au 18e rang des pays de l'OCDE au niveau de la mortalité, d'essayer de comprendre et surtout de proposer des pistes d'amélioration. Notre collègue Laurence Muller-Braun voulait aussi la parole. Merci, Madame la Présidente. J'imagine que vous allez me dire, vous n'avez pas les chiffres. C'était pour savoir si vous connaissiez la part de césariennes dans toutes ces naissances, si elle est en augmentation. Voilà. Et j'avoue que je suis perplexe quand je vous entends dire, on ne sait pas, on n'a pas les chiffres. Enfin, c'est quand même dramatique. Moi, il me semble que c'est descendre de la première place à la 18e, c'est même une alerte. Et on n'a pas d'action réelle. On a souvent entendu sur plein de sujets la Haute Autorité de Santé qui conseille. Et là, on semble plutôt résigné et on n'a pas d'éléments pour les analyser. C'est bizarre. Moi, j'avoue, en vous entendant, je suis assez perplexe. Je suis étonnée et perplexe. Alors, la pâte césarienne, on doit la voir quelque part, mais je ne l'ai pas aujourd'hui. Excusez-moi, mais ce n'était pas dans les questions, mais on vous la transmettra, la part de césarienne. Ça, on a ça. Vous nous les ferez passer. Oui, il faudra passer. C'est dans le cadre du PMSI, on doit pouvoir calculer ça et on doit avoir les chiffres. Oui, bien sûr. Une tendance à une évolution qui expliquerait qu'il y a plus de grossesses à risque. Et est-ce que dans vos chiffres aussi, vous avez tous les départements, ça veut dire est-ce que par exemple Mayotte peut faire en sorte que les chiffres moyens de mortalité ont augmenté, tout particulièrement par le nombre de naissances qui sont là-bas? C'est vrai que l'équilibre des départements nous aiderait à savoir par département, géographiquement, les chiffres seraient intéressants pour nous aussi. On a regardé, mais ce n'est pas les chiffres de la HAS, les taux de mortalité les plus élevés de mortalité infantile, c'est les départements d'outre-mer, hein, c'est clair. Hein. Et ensuite, les départements où il y a quand même la plus grande précarité, Seine-Saint-Denis, le centre de la France aussi. Oui. Donc c'est des chiffres quoi, qui sont de notre autorité publique, hein, c'est pas la HAS qui les calcule. Hein. Donc nous on les a, c'est pas la peine qu'on recalcule, c'est les chiffres sont calculés par ailleurs par l'adresse. Oui. Ouais, c'est l'adresse qui a calculé ça, oui. Donc nous on recalcule. Oui, mais c'est global, donc la mortalité infantile, ça peut aller jusqu'à 5 ans. Exactement, il y a un sujet de définition aussi de mortalité infantile, on ne va pas rentrer là-dessus. Voilà. Donc voilà, mais on peut, c'est la Seine-Saint-Denis, le Jura, l'Indre-et-Loire et le Lot qui ont la mortalité infantile qui est la plus élevée. Hein. Voilà. C'est ça. Lot, la Seine-Saint-Denis, dans l'Hexagone, Seine-Saint-Denis, Jura, Indre-et-Loire et Lot. Et Lot. Moi, j'avais encore une question à vous poser. Quel regard la HAS porte-t-elle sur justement les territoires d'outre-mer? Est-ce que vous avez des recommandations spécifiques pour ces territoires-là ou bien ce sont les mêmes que vous allez donner en métropole? Puisqu'on voit justement que dans ces territoires-là, le nombre de décès est plus important qu'en métropole. C'est une bonne question. En termes de recommandations, qui sont basées sur les données de la science. Pour nous, que ce soit outre-mer ou hexagone, c'est les mêmes recommandations. Il faut accéder à cette qualité des soins, qu'on soit ici ou dans les départements outre-mer. Après, on fait des parcours, et c'est vrai qu'il y a une réalité de terrain ensuite. Il y a la recommandation, puis il y a l'état de l'art et puis l'état des lieux. Hein.
Donc, et dans le parcours, c'est là qu'on peut réfléchir, mais c'est vrai qu'on n'a jamais trop réfléchi dans les départements outre-mer sur l'organisation des soins, mais c'est vrai qu'on pourrait faire un travail sur ce sujet-là, et pas que sur ça. On sait que le problème du diabète, ainsi de suite, il y a une pathologie très particulière, très spécifique dans les départements d'outre-mer, bien sûr. Mais en termes de recommandations, nous, non, on fait des recommandations qui sont basées sur la science, et donc c'est la même pour tout le monde, qu'on soit à Mayotte ou ici, ou dans le Lot, ou en Bretagne, c'est pareil. On doit avoir les mêmes critères de qualité de prise en charge, pour ce qui est de la chaise. Madame la rapporteure. Oui, peut-être une question sur les contrôles, mais notamment sur les contrôles réalisés auprès des maisons de naissance et des centres de PMI. On a parlé des établissements MCO. Quels sont les contrôles sur ces centres de naissance? Alors, je vais vous décevoir. Les maisons de naissance et les centres de PMI ne sont pas des établissements de santé, donc ça ne rentre pas dans le champ de compétences de la chaise, de la certification. Donc, nous n'avons aucune information sur les maisons de naissance et les centres de PMI. Je suis désolé. Et c'est la compétence de qui, alors? Alors ça, je pense que c'est plutôt les gens des ARS et de l'État, du ministère, de la DGOS qui doit s'occuper de l'évaluation. Mais pour l'instant, ce n'est pas dans notre champ de compétences. Pas dans votre champ. On n'a pas le droit d'y aller. Très bien. Merci. Annick Billon. Oui, merci Madame la Présidente. Juste, je voulais repartir dans une nouvelle question par rapport au territoire ultramarin, puisque la délégation aux droits des femmes à laquelle la présidente appartient également, avait travaillé sous ma présidence sur la parentalité dans les territoires ultramarins. Et je pense que nous devons quand même nous poser la question différemment. C'est-à-dire que vous nous avez indiqué que la réponse était la même. Je pense que peut-être que le diagnostic est peut-être similaire, mais encore faut-il le vérifier, mais que la réponse, elle est forcément différente, parce que vous avez, si on prend la Guadeloupe, la Guadeloupe, Saint-Martin et Marie-Galante, Saint-Barth, des territoires où nous nous sommes rendus très rapidement avec la délégation, nous avons bien vu aussi que, il y avait la précarité à laquelle vous faisiez référence dans les problèmes des grossesses-sarismes, mais il y avait également la difficulté finalement, et cette obligation qui était faite aux femmes de rejoindre à leurs frais une île un certain temps avant la date de l'accouchement, donc des conditions d'hébergement parfois et encore plus précaires que sur leur île, et donc forcément des situations, elles peuvent être finalement les proies à des trafics divers et variés, parce que en situation de précarité, sur des îles où elles ne sont pas, c'est pas leur lieu de résidence, et elles ont cette obligation de résider. Donc je pense qu'il y a véritablement, et ça me permet de revenir sur les données anonymisées tout à l'heure, on doit forcément différencier les analyses pour apporter la bonne réponse et voir comment on peut accompagner dans l'objectif de la santé de la mère et de l'enfant, l'accompagnement, le remboursement d'hébergement possible et de suivi de la grossesse, même pendant le mois qui précède cet accouchement. Je vous remercie. Alors, moi, je m'exprimais sur les recommandations. Si une femme a l'indication d'une césarienne, que ce soit à Mayotte, à Saint-Denis ou dans le Finistère, elle doit avoir une césarienne. C'est la position de la chaise. Voilà. C'est ça l'action. Après, ça, c'est notre recommandation. Je parle, moi, sur le plan scientifique, les qualités des soins, d'accès aux soins. Ça. Le diabète, c'est ça. S'il y a quelqu'un qui est diabétique, il a besoin d'un traitement antidiabétique. Après, sur l'organisation de cela, j'entends qu'il faut avoir des organisations différenciées en fonction des territoires, bien entendu. Mais il faut faire en sorte que ces organisations permettent un accès à des soins de qualité. J'entends tout ce que vous dites, hein, mais nous, la HES, on n'a jamais dégradé nos recommandations sur le plan scientifique en fonction des territoires. Je pense que c'est au pouvoir public à mettre en place les moyens pour que tout le monde accède à ces recommandations de qualité. Bon. C'est une position de la HES et je ne pense pas qu'on bouge là-dessus. Après, sur les parcours, on fait des parcours de soins, c'est autre chose. Ce n'est pas des recommandations, c'est des parcours de soins. Là, bien sûr, on réfléchit à l'accessibilité de ces recommandations avec les délégations de tâches, le numérique en santé, enfin, je parle dans l'Hexagone, hein, pas à Mayotte, mais le numérique en santé. Comment fait-on pour permettre l'accessibilité à ces soins de qualité? Parce que parfois, on fait des recommandations et on sait, et les études montrent que eh bien, la population, une grande partie de la population n'accède pas à ces recommandations de qualité. C'est clair.
Moi, si je comprends bien, certaines recommandations qui doivent être générales pour tout le monde, parce que d'application assez simple et partout, est-ce que quand même la réflexion de recommandations spécifiques liées à un principe de réalité ne pourrait pas être plus bénéfique que des recommandations générales qui ne sont absolument pas, par exemple, applicables? Alors, je vais modérer ce que je dis. Dans les recommandations que nous faisons, je vous explique le comment d'abord des recommandations. Donc, on part de la liste de la littérature de la science. C'est-à-dire que la science démontre que pour telle maladie, il faut tel médicament ou tel soin. Ça, voilà. Et ensuite, malheureusement, la science, dans beaucoup de cas, ne donne pas la solution. C'est comme ça. Il y a des niveaux de preuves différents. Et ces recommandations sont élaborées par des groupes de travail. Et dans les groupes de travail, il y a des professionnels de santé qui sont là et des usagers, ce qu'on appelle usagers, qui sont des patients ou des patients. Et les recommandations, donc c'est eux qui les font, c'est ce groupe de travail, à partir des données de la science, et ils modulent ces recommandations en fonction de leur expérience. C'est un vrai sujet. Par exemple, la recommandation qu'on a faite sur l'accompagnement médical, psychologique et social des femmes en position de vulnérabilité, c'est la première fois qu'on a eu dans le groupe de travail où les professionnels se sont un peu auto-censurés pour dire si on fait quelque chose de trop compliqué, trop élevé, c'est-à-dire que c'est quand même là, on va faire des recommandations qu'on va s'imposer à nous et on ne nous donnera pas les moyens de les mettre en place. Et donc c'est la première fois qu'on a eu cette discussion quand même. Je vous le dis, dans le cadre du groupe de travail, c'était la difficulté donc voilà, il faut éviter ça. Et donc les professionnels, eh bien, il y a la science, et quand la science définit une prise en charge, c'est la science qui définit. Mais après, quand il y a une modulation, eh bien, on peut faire des recommandations adaptées. Mais pour l'instant, nous, on est toujours resté sur des recommandations scientifiques, mais adaptées à la pratique des professionnels. Après, ce que vous parlez, vous, c'est les parcours. C'est-à-dire comment on organise cette prise en charge, comment accéder. Et là, il faut être innovant dans les territoires pour mettre en place ces parcours. Mais vraiment, quand un enfant qui a une circulaire du cordon, mais il faut faire une césarienne en urgence, que ce soit... Hein, oui, enfin, plus souvent, ou une double circulaire. Alors, hein, il faut quand même, il faut vraiment faire une césarienne. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de situation intermédiaire ou dégradée. C'est pas possible. On le sait qu'après. Oui, mais enfin, il faut avoir tout ce qu'il faut quoi, hein, sur le terrain. Voilà. C'est ça qui est compliqué. Donc, j'entends ce que vous dites, hein, mais après, c'est dans la mise en œuvre qu'il faut se mettre en place. Et on sait que dans nos groupes de travail, les parcours qu'on fait, même dans l'Hexagone, hein, les territoires sont différents. La prise en charge. Donc, on donne des organisations, il faut laisser une certaine liberté d'organisation des territoires pour qu'ils puissent s'organiser pour permettre cette prise en charge. Très bien. Florence Lassarade. Oui, justement, une question technique, puisque ça a l'air d'être plus précis. Enfin, est-ce que le fait de réanimer, c'est vrai qu'on arrive à réanimer des enfants dès 5 mois et demi de grossesse, si les circonstances y prêtent et que l'enfant est viable, et c'est parfois le cas. Donc on est dans la très grande prématurité. Et c'est un facteur qui a évolué dans le temps. On est amené à réanimer des enfants de plus en plus tôt dans la grossesse. Est-ce que vous avez des éléments comparatifs avec les pays voisins, européens par exemple, et est-ce que c'est pas cette réanimation extrême, très précoce, qui a un peu plombé nos chiffres? Moi, c'est la question que je me pose, parce que c'est vrai qu'on a des maternités niveau 3 très techniques, où on arrive justement à donner sa chance à des très grands prématurés. Est-ce que c'est pas finalement ça? Alors, vous n'arrivez pas à séparer niveau 3, niveau 2, niveau 1, mais justement, ça serait intéressant d'avoir ces chiffres-là en fonction de l'âge de la grossesse, de la prématurité, du terme. Voilà. Je pense que ça serait très éclairant, parce que ça pourrait... je dirais pas que ça serait des circonstances atténuantes, mais si dans d'autres pays similaires au nôtre, on réanime un peu plus tard, moins tôt dans la gestation, est-ce que justement on n'aurait pas aussi cette explication? Alors, et il y a aussi un autre facteur, c'est l'enfant mort-né. Enfin, il y a aussi cette frange d'enfants qui rentre dans la mortalité infantile ou pas?
Alors, je vais répondre à la seconde question. Il y a une difficulté sur la définition de l'enfant mort-né ou de l'enfant qui est vivant, qui meurt après. Donc, les statistiques entre les pays sont parfois compliquées pour comparer. Sur ce que vous dites sur la réanimation des prématurés, alors nous, on n'a pas de données parce qu'on n'est pas le seul organisme à produire des données. L'HS, ce n'est pas notre rôle non plus. On a rencontré les pédiatres et la Société française de néonatologie. Dans la littérature, ils n'ont pas trouvé cette explication-là. Donc, c'est pas pour eux le sujet important. C'est pas parce qu'on réanime plus tôt des prématurés qu'on a plus de mortalité. Pour eux, ils n'ont pas fait le lien entre les deux. Et il n'y a pas d'article dans la littérature parce que là aussi, il n'y a pas des données, mais on regarde la littérature, ce que produisent les autres pays. Voilà, non, il n'y a pas de données. On n'a pas de corrélation entre les deux. Voilà. Très bien. Laurence Muller-Braun. Merci. Moi, je voulais vous demander donc le nombre de mortalités que vous nous avez donné tout à l'heure. Ça a été reprécisé, c'est de 2017 à 2021. Et vous avez les chiffres par an? Ça, on peut vous les ressortir, mais là, c'est un travail global qu'on avait fait sur. Oui, ce serait bien. Mais attention, c'est ceux qui ont été déclarés et analysés. C'est peut-être pas tous, loin de là. Hein. Donc c'est pour ça que ça n'a pas. En plus, c'est pas tous. Alors on se base. C'est pas des données épidémiologiques, mais par contre, ce qui est intéressant. C'est l'épidémiologie. Mais ce qui est intéressant, c'est l'analyse des causes, c'est-à-dire que ce que les équipes ont traduit, disent voilà pourquoi ça s'est passé, pourquoi nous on analyse la situation et voilà ce qui s'est passé. C'est ça qui est intéressant. Sur ceux qui ont déclaré, les équipes qui ont déclaré ces décès de mères et d'enfants, et ils ont dit voilà, pour nous, il y avait la moitié qui était évitable, et voilà ce qui s'est passé. Donc, par quel biais nous savons que nous sommes arrivés à une place si éloignée, si nous avons les chiffres d'une autre source alors? Ben oui, il y a d'autres sources. Oui, puisque dans le PMSI, il y a toute la mortalité infantile périnatale, on peut le mesurer par ailleurs. Moi, je vous dis, nous, en termes évidemment indésirables graves, l'intérêt, c'est l'analyse qui est faite par les équipes. Ça, on ne l'est pas dans le PMSI. C'est qualitatif, c'est pas quantitatif. Voilà, je voulais vous rassurer, mes chers collègues, on est à la première audition d'une longue série. Je vois que c'est un sujet qui suscite énormément de questions, mais je pense qu'au cours des prochaines auditions, vous aurez tout loisir de les reposer et d'avoir des réponses. Est-ce que vous avez justement d'autres questions encore à poser ou bien on a fait le tour pour aujourd'hui ? Docteur, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à nos travaux cet après-midi. Comme vous voyez, vous avez ouvert la série. Alors, avant que je ne lève la séance, est-ce que vous avez d'autres informations à nous communiquer? Et sinon, on compte sur vous, en tout cas, pour nous remettre les documents écrits dont nous avons parlé tout à l'heure. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence et puis de nos échanges qui vont eux-mêmes alimenter les auditions à venir et susciter encore d'autres questions. Voilà. Pour votre travail aussi. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Et